Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur France 3 Normandie. Dans un peu plus d'une semaine, le 12 juin, nous serons appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Les députés qui siègent à l'Assemblée nationale seront renouvelés. Dans la perspective de ce rendez-vous politique majeur, la rédaction de France 3 vous propose une série de débats. Après l'Orne et le Calvados, place à la Manche. Nous avons choisi de nous focaliser sur la première circonscription de ce département, une circonscription dont la ville principale est Saint-Lô et qui compte 116 000 habitants. Alors au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron était arrivé en tête dans cette circonscription avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen, un score sensiblement proche de la moyenne nationale. Alors des plages du débarquement, celle d'Utah Beach à Sainte-Mère-Église, des marais de Carentan, à la fonderie des cloches à Villedieu-les-Poêles, en passant bien sûr par la ville-préfecture. La première circonscription est marquée par un patrimoine riche, historique, mais aussi naturel, avec ses paysages préservés. Mais cette circonscription perd des habitants, sa population notamment est vieillissante. Alors comment accroître l'attractivité de ce territoire tout en préservant ses atouts? En clair, comment assurer un développement économique tout en préservant l'environnement, l'écologie? Ce sont les thèmes que nous allons aborder avec nos invités candidats aux élections législatives. Philippe Gosselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député sortant Les Républicains, siège que vous occupez depuis 2007. Vous briguez un 4e mandat, vous êtes juriste de formation et vous avez 55 ans. Laurent Pien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes candidat de la majorité présidentielle sous la bannière Ensemble, patron du MoDem dans la Manche, maire de Condé-sur-Vire. C'est votre première candidature à une élection législative. Vous êtes ingénieur agricole de formation, vous avez 53 ans. Guillaume Edouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts sous la bannière de la NUPES, la nouvelle union populaire autour de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes conseiller régional. Pour vous également, c'est une première. Vous travaillez dans un parc naturel régional et vous avez 46 ans. Enfin, Franck Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat du Rassemblement national. Vous étiez déjà en lice en 2017 sous la bannière du FN. Vous étiez alors arrivé 3e avec 11,6% des voix. Vous travaillez dans le tourisme de mémoire et vous avez 57 ans. Et puis avec nous, également en duplex depuis le bureau de Cherbourg, Victor Jean de la JRD. Bonjour monsieur, vous vous présentez sous la bannière Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes le benjamin de cette élection, vous avez 22 ans et vous êtes étudiant en gestion. Nous reviendrons vers vous tout au long de cette émission. Enfin, 4 autres candidats, vous allez les découvrir, se présentent sur cette première circonscription de la Manche. Jacques Poisson pour le mouvement de la ruralité, Jérôme Louich, parti animaliste, François Pasquier, droite souverainiste et Olivia Lévy pour lutte ouvrière. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avant d'aborder la thématique de l'attractivité, par faire un peu de politique politicienne, simplement pour évoquer aussi les enjeux politiques de cette circonscription. Clairement, Philippe Gosselin, 4e mandat pour vous, en tout cas que vous briguez. Vous aviez senti le vent du boulet en 2017. Vous êtes clairement l'homme à abattre. Écoutez, j'ai l'impression qu'effectivement, je suis un peu celui à éliminer, mais c'est comme ça, le paysage politique est un peu chamboulé, bousculé, donc il faut s'accrocher. Vous savez, moi je suis dans le marais du Cotentin, à Rémilly-sur-Lauzon, donc on sait que le roseau peut plier, mais il ne rompt pas. Laurent Pien, vous êtes candidat de la majorité présidentielle. Vous croyez en une victoire? Vous pensez que la bascule est possible? Rappelons que la circonscription, la première, elle est à droite depuis des décennies. Bien sûr. Donc, il y en avait beaucoup d'autres qui étaient à droite et qui ont tremblé. Je me suis engagé avec sincérité et avec cœur et je pense que la victoire est à notre portée. Vous l'avez rappelé, le président de la République a fait 58% dans le département de la Manche. Nous avons besoin de donner une majorité à notre président de façon à ce que nous puissions mettre en place les réformes dont nous avons besoin pour notre pays. Donc je crois bien évidemment en toutes mes chances. Philippe Gosselin est installé depuis maintenant de nombreuses années. Nous avons besoin de respiration, d'une énergie nouvelle et je pense pouvoir porter cette énergie nouvelle pour notre territoire. Franck Simon, vous travaillez dans le tourisme de mémoire. On va vous voir en campagne, notamment à Sainte-Mère-Église. Ça tombe bien, justement. Sainte-Mère-Église, où Marine Le Pen avait fait de bons scores, comme dans les marais. Votre objectif, à vous, clairement, c'est d'aller chercher les électeurs, par exemple, à Saint-Lô? Oui, alors c'est vrai que pour nous, Saint-Lô, c'est une difficulté. Le cadre de cette élection législative, c'est surtout, compte tenu du score du Rassemblement national et de Marine Le Pen, c'est qu'aujourd'hui, nous, Rassemblement national, on est quand même, compte tenu des 13 millions de voix que Marine Le Pen a obtenues, qu'on est un peu plus que 6 députés à l'Assemblée nationale, ce qui est pour tous un déni de démocratie absolue.
On parlera peut-être de proportionnel, puisque ça fait partie, notamment des propositions, par exemple de vous, Laurent Pien, on y reviendra tout à l'heure. Guillaume Edouin, seul candidat écologiste dans la Manche, suite donc à un partage des circonscriptions dans le cadre de l'accord avec la NUP. On l'a vu d'ailleurs avec la NUP, on n'entend plus trop Yannick Jadot. En Normandie, en tout cas, il était présent il y a quelques années, Bernard Cazeneuve a claqué la porte du PS. Est-ce que la NUP va fonctionner? Est-ce que ça peut réellement fonctionner auprès des électeurs pour cette élection? A priori, elle est aujourd'hui première dans les sondages. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une attente très forte d'union. Cette attente d'union, ça se traduit dans ces sondages et ça se traduit dans les besoins qu'on ressent quand on va rencontrer en fait nos électeurs et les habitants. Et on a besoin aussi tout simplement d'une alternance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu 5 ans de Macron et on reprend 5 ans de Macron parce que cette élection présidentielle, elle a été assez spéciale. Tout le monde s'est dit qu'il n'y avait finalement pas vraiment de présidentielle. Ce vote utile un peu étrange d'un côté et de l'autre. Nous, on s'est dit effectivement, le vote utile, maintenant, il faut qu'il soit vraiment utile. Il faut qu'il soit utile à une cohabitation. Et on va mettre en place une cohabitation telle qu'on l'a déjà connue et qui a permis des avancées de gauche et des avancées pour l'écologie. C'est ça notre but. Et on pense réellement qu'on a une chance de faire basculer un certain nombre de circonscriptions. Il faut quand même se rappeler qu'en Normandie, il y avait des circos qui sont restés à droite pendant de très longues années, et plus elles restent longtemps, plus elles ont la chance de basculer. Merci, on va terminer ce tour de... Merci, monsieur Edouin. On va terminer ce tour de table en allant à Cherbourg retrouver Victor Jean de la JRD. Même question, on évoquait ensemble en préparant cette émission la possibilité, elle n'a pas eu lieu d'éventuellement de rallier M. Zemmour et Mme Le Pen. Donc la main tendue, ça n'a pas fonctionné. Quel est le sens finalement de votre présence dans cette campagne ? Le sens de ma présence dans cette campagne, c'est de donner une voix au seul à droite qui a souhaité d'une alliance. Je pense que la droite a trahi ses électeurs en refusant de s'unir comme l'a fait la NUPES à gauche, et que les responsables de cette désunion ne sont pas à chercher chez Reconquête. Je trouverais anormal que Zemmour refuse d'envoyer des députés, des candidats aux législatives en attendant d'en faire des députés, pour faire un cadeau à Mme Le Pen et à Mme Pécresse, en tout cas aux Républicains en général, sachant que ces derniers n'ont pas souhaité d'une alliance. Merci, on va revenir avec vous pour évoquer la thématique de l'attractivité. On y rentre, justement, c'est parti. On va ouvrir la première partie de ce débat et on va s'intéresser pour commencer aux problématiques d'emploi, de recrutement. Avec un chiffre pour commencer, on va parler chômage. La première circonscription, vous me reprendrez en fonction des chiffres qui sont les vôtres, mais est en situation de quasi plein emploi, Les chiffres qu'on a retenus, c'est un taux de chômage à 5% dans la Manche, 4,5% dans le Saint-Lois. Alors, le dynamisme, il est réel, et on l'a dit en introduction, la problématique, elle est pour les entreprises de recruter, notamment, c'est un des éléments, en tout cas, du débat. Que feriez-vous, vous, pour recruter, pour aider les entreprises à recruter, notamment dans des secteurs qui concernent bien spécifiquement la circonscription, par exemple l'agroalimentaire, on pense à Isigny, à Lévire, les maîtres laitiers à Méotis. Tous ont dû recourir en fait à des job dating, à des choses comme ça ces dernières années. Donc il y a une vraie difficulté. Laurent Pien, quel rôle peut jouer un député pour aider les entreprises à recruter? Alors vous avez parlé de plein emploi, moi je parlerais plutôt de faux plein emploi, puisque nous sommes à 4,7% de chômage sur le Saint-Lois, à peu près 5% sur l'ensemble du département. Et nous avons un besoin, effectivement, de recruter. On a besoin d'être un département attractif. Et pour ça, je pense qu'il faut que nous allions chercher les jeunes là où ils le sont, notamment dans les plus grandes villes. On a besoin de les faire venir ici. Et un des moyens pour les faire venir, c'est notamment développer encore plus que ce que ça a été fait ces dernières années, l'apprentissage. Lorsque vous pouvez ancrer des jeunes sur le territoire par l'apprentissage, ce sont des jeunes qui vont découvrir notre territoire, qui vont s'y sentir bien, qui auront une relation avec l'entreprise saine, et ce sont des jeunes qui resteront. Et puis je pense qu'il faut aussi... l'attractivité sous-entend aussi le besoin en logement. On a une vraie difficulté sur la première circonscription, c'est de pouvoir ancrer les gens puisqu'on n'a pas forcément les logements comme il le faudrait. En installant, en construisant des logements. Alors ça, c'est une thématique en rénovant notamment l'existant, puisqu'en rénovant l'existant, ça permet en même temps de soutenir de l'emploi local, mais ça permet également de faire de la rénovation énergétique. On va en parler du logement, Monsieur Pien, mais sur l'aspect vraiment des entreprises, et vous évoquiez tout à l'heure l'apprentissage. Monsieur Gosselin, est-ce que l'apprentissage, je crois que Monsieur Macron en a fait d'ailleurs un de ses combats, avec un objectif
1 million d'apprentis, je crois. C'est un objectif, me semble-t-il. Mais 750 000 l'an dernier. La région Normandie avait pris, avant la réforme Macron, à bras-le-corps, et vous savez, autour de David Marguerite, d'Hervé Morin, avait pris à bras-le-corps la formation professionnelle, l'apprentissage. Donc il est déjà bien développé aussi. Maintenant, il faudrait parfois des formations plus adaptées, c'est évident, mais l'attractivité, c'est pas simplement des formations adaptées, c'est aussi, on l'a dit, on y reviendra, du logement, mais c'est aussi des questions de santé, c'est aussi une qualité de vie, c'est une possibilité de se déplacer facilement, donc c'est aussi le réseau routier, le réseau ferroviaire, et le fait est que la Manche, aujourd'hui, reste évidemment une presqu'île qui peut sembler un peu loin, donc il y a aussi tout ce travail qui est à mener et que le département de la Manche a pris à bras-le-corps, comme les élus territoriaux, évidemment. Vous avez résumé les thématiques qu'on va aborder, le transport, le logement. Parce que ce sont celles-là qui sont effectivement primordiales. Monsieur Simon, sur la partie entreprise, on a un tissu plutôt de petites et moyennes entreprises, on a de l'agroalimentaire, on a du tourisme de mémoire. Comment on fait pour aider les entreprises spécifiquement, pour les aider à recruter, à attirer ? Monsieur Gosselin a raison sur un fait, c'est que déjà il faut offrir tous les moyens de l'attractivité. C'est-à-dire, par exemple... Mais est-ce que sur le plan véritablement et stricto sensu des entreprises, en termes de baisse des charges, en termes, je ne sais pas, est-ce que l'écosystème de la Manche est suffisamment attractif? Est-ce qu'il y a des choses qu'un député peut faire pour les aider sur ce plan-là, dans le domaine du recrutement? Par exemple, moi, si je prends le tourisme de mémoire, puisque c'est mon job, je m'aperçois par exemple que tous les touristes américains qu'on a logent dans le Calvados, puisque la Manche, et en tout cas sur la première circonscription de la Manche, on est incapable d'avoir un hôtel 4 ou 5 étoiles pour pouvoir loger ces Américains qui vont donc passer 3 heures dans la Manche et qui finalement vont aller héberger dans le Calvados. Je crois que vous touchez au cœur du sujet. Du logement, toujours. On va y revenir tout à l'heure. Pour la petite histoire et pour illustrer le propos, la ville de Carentan avait un très beau projet hôtelier, et ce sont les services de l'État qui ont torpillé, considérant que c'était un projet trop important pour une ville comme Carentan. Donc vous voyez, il faut éviter aussi un double discours parfois de l'État. Alors que des projets comme ça sur Bayeux, il y en a 4 ou 5. Bien sûr. Voilà. Monsieur Edouin, sur le recrutement, les centres de formation, visiblement, ne parviennent pas à répondre à la demande des entreprises. C'est ce qu'elles nous disent, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Moi, je vais rebondir quand même sur le tourisme, puisqu'on parle du tourisme. On parle d'un tourisme qui est le tourisme de faire venir des touristes américains. Mais je pense qu'en fait, il faut tourner cette page-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se dire que le développement économique et l'attractivité de la Manche, ça consiste à faire venir des touristes américains, c'est dépassé. C'est-à-dire qu'on est dans une phase dans laquelle on doit s'inquiéter des émissions de gaz à effet de serre, et on devrait mettre en place des plans de développement pour faire venir des gens de l'autre bout du monde. Alors certes, il ne faut pas arrêter ce tourisme, mais il faut être dans une relation au tourisme qui est une relation qui est en train de changer d'ailleurs. Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Et on se doit de plutôt développer un tourisme de proximité. On se doit de développer effectivement le tourisme qui va concerner le public français et européen par exemple. Et ça, c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas rester sur des vieux schémas sur lesquels il faudrait absolument faire venir les gens de très loin parce que ça serait ce qui serait le plus rémunérateur. Je vais aller à Cherbourg retrouver Victor Jean de la JRD sur cette thématique du recrutement des entreprises, de la main-d'œuvre. Monsieur de la JRD, comment faire pour aider ces entreprises? Quelles seraient vos solutions? Vous parliez d'attractivité tout à l'heure, et je tiens tout d'abord à dire que je n'aime pas particulièrement ce mot, qui, comme on en parlait précédemment, renvoie au tourisme, renvoie parfois à une hausse également des prix de l'immobilier à cause de l'installation de néo-ruraux. Donc je pense que dans un premier temps, il faut effectivement consolider la situation sur le plan social et sur le plan économique des habitants de la circonscription et de la Manche en général. Monsieur Gosselin, tout à l'heure, le précisait, on a eu la chance d'avoir un département et une région qui a pris à bras-le-corps la question de l'insertion professionnelle, de l'apprentissage, etc. C'est un sujet qui me touche à titre personnel, car je suis moi-même apprenti, suivant une formation en alternance. Je pense qu'un des enjeux majeurs pour permettre aux entreprises de recruter est celui de la mobilité. Il faut permettre aux gens de se déplacer de façon plus simple, peut-être en revoyant au niveau national notre façon de gérer les infrastructures, peut-être en revenant également sur certaines mesures qui, au nom de la sécurité routière, ont été prises ces dernières années, et également de façon générale sur l'imposition des carburants, essence, etc. Merci pour vos interventions. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. On va
continuer à aborder cette question de l'attractivité à travers un autre chiffre, celui du vieillissement de la population dans la circonscription. Sur la première circonscription de la Manche, vous allez le voir, l'âge médian est de 44 ans, contre 41 au niveau national. 27% des habitants sont retraités, contre 22 au niveau national. Philippe Gosselin, on peut dire que la Manche vire de plus en plus vers le gris-blanc, clairement. Oui. Et la circonscription de Saint-Lô aussi. Alors, pas plus à Circo, en fait, en réalité, que la Manche en général, avec même un vieillissement plus accentué sur la partie côtière, parce qu'on a beaucoup de Manchois qui sont partis travailler à l'extérieur et qui reviennent à l'âge de la retraite avec une forme d'aisance. Je ne dis pas que tout le monde roule sur l'or, mais une forme d'aisance et donc des capacités à s'installer un peu plus sur la côte. Et c'est un des défis majeurs de la Manche. On ferme des écoles, des collèges, on ferme des classes dans les lycées parce que la population vieillit. On ne va pas obliger les enfants à arriver comme ça, par miracle, mais ça veut dire par contre qu'il y a des enjeux spécifiques sur le vieillissement de la population. Santé, bien sûr, service à la personne, aide à domicile, mais aussi, et on y revient parce que c'est la boucle qui pourrait être infernale, emploi. On a besoin d'entreprises qui, par définition, ne vont pas recruter des retraités, donc il faut faire venir des jeunes de l'extérieur. Et on a aussi besoin de jeunes pour s'occuper de nos anciens, pas simplement grabataires, mais aussi pour proposer des services, restauration, déplacement, etc. Donc cet enjeu du vieillissement, il est connu. Et encore une fois, la région comme le département s'y attelle. Là où le député peut intervenir éventuellement, c'est en modifiant les cadres législatifs pour donner plus de souplesse à certains recrutements, à permettre des installations plus faciles, en permettant de construire aussi chez nous de façon un petit peu décloisonnée. Aujourd'hui, on a une loi qui a été votée par la majorité, dont parlait tout à l'heure M. Pien, qui, dans la Manche, a pour effet de bloquer les constructions. Il ne s'agit pas de bétonner la Manche, mais si on ne peut pas rénover l'existant, il y a des logements vides, si on ne peut pas construire quelques nouveaux logements et adapter, parce qu'on a un bâti qui est ancien, celui de la reconstruction, qu'il faut rénover, eh bien on est un peu coincé. Donc il y a un moment où le chien se mord la queue. Vous êtes un certain nombre ici à défendre le droit à la maison individuelle, au jardin, à une certaine idée de la vie. Monsieur Hédouin, ce n'est pas votre cas. On évoquait hors antenne tout à l'heure le cas de Saint-Lô. Typiquement Saint-Lô avec beaucoup de logements vacants. Vous défendez plutôt, vous, la densification, la rénovation, plutôt que de la construction de nouveaux logements? Parce que c'est l'un des enjeux majeurs. L'attractivité passe par le logement, on l'a dit. Est-ce qu'on construit, Guillaume Hédouin? Est-ce qu'on continue à construire? Alors, on peut construire sans consommer de surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit travailler sur des surfaces qui sont déjà des surfaces, par exemple, quand on est dans un lotissement dans lequel on va retrouver des parcelles de 2000 m², eh bien, on doit travailler sur la subdivision du parcellaire. C'est-à-dire qu'on peut effectivement c'est un mot un peu compliqué. Subdivision du parcellaire, ça veut dire on partage les parcelles. On repartage les parcelles. On peut dire les choses simplement et pas en techno. On peut créer tout simplement de la mixité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient réinstaller, on découpe une parcelle. Il y a des parcelles qui sont grandes, quelquefois avec d'ailleurs des personnes qui peuvent être vieillissantes, qui n'ont pas forcément envie de s'occuper de 2000 m² de terrain. Et en fait, on va réinstaller une deuxième habitation qui sera occupée peut-être par un autre profil. Et donc ça, c'est une politique qui peut être menée. Et pour ça, il faut qu'on ait des outils fonciers. En fait. On manque d'outils fonciers. La loi climat et résilience, pour certains d'entre vous, dont vous faites partie d'ailleurs, Monsieur Pien, elle pénalise le monde rural. Encore une fois, notamment en termes de construction, il faut ouvrir les vannes, il faut construire. Mais c'est celle que la majorité vient de voter, il faut le dire quand même. Bien évidemment, et d'ailleurs, c'est factuel. Ceci donc, dit, si vous étiez dans la majorité... Ce n'est pas parce que la majorité présidentielle a fait ce choix que forcément je dois être de doigt sous la couture. Non, mais et je ne reconnais pas qu'il y a des améliorations à faire dans cette loi. Je suis pour une République décentralisée. Je suis pour le droit à la différenciation, le droit à l'expérimentation dans les territoires. Si une loi est votée à Paris, on doit pouvoir l'adapter au territoire. Et il est vrai que cette loi, on le reconnaît, que cette loi est une loi très bien adaptée au milieu urbain. Au milieu rural, elle a ses limites. Et autant nous devons faire la ville sur la ville, autant nous devons réinvestir l'ensemble des logements et les remettre sur le marché au travers justement de la rénovation des logements, autant on doit pouvoir donner la possibilité dans les territoires ruraux de pouvoir faire construire et avoir un modèle de maison avec un jardin
comme les gens le souhaitent. Franck Simon. Philosophiquement, moi je suis plutôt pour la maison individuelle. Voilà. Et d'ailleurs, la crise du Covid a montré que tous les Parisiens ou tous les habitants des grandes villes sont venus acheter tous les ensembles des maisons qu'il pouvait y avoir dans le Calvados ou dans la Manche, puisqu'aujourd'hui on voit bien que les prix de l'immobilier augmentent, puisqu'il n'y a plus grand-chose à acheter. Donc, et je suis contre la densification des populations qu'on a dans les villes aujourd'hui. Justement, il faut mieux répartir la population sur l'ensemble du territoire. Et donc, en permettant la construction de maisons individuelles en dehors des villes, à 5 km, 10 km, 15 km des villes, on permet un maillage des populations sur l'ensemble du territoire national. Attention au coût. Attention au coût du mitage. Il y a une question qui est centrale aussi et qui est corrélée en fait à cette question du logement, c'est celle des transports, des axes routiers qu'on peut ou pas développer. Guillaume Edouin, vous défendez notamment un maillage aussi du territoire de façon à éviter les transports. On peut juste rappeler un chiffre peut-être, 85% des habitants de la circonscription, la première circonscription, utilisent leur voiture pour aller au travail. Donc c'est un chiffre qui me paraît vraiment essentiel. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça sur la question des axes routiers, sur le maillage du territoire? Mais en fait, quel est l'avenir? On crée des axes routiers pour aller plus vite, plus loin. Et ça, c'est un vrai problème parce que les territoires ruraux, ils n'ont pas forcément besoin en fait, d'avoir des axes pour aller rapidement en dehors du territoire. C'est-à-dire que la réalité des choses, c'est quand on a un axe routier, on assèche aussi les territoires. Les grands axes routiers ont tendance à assécher les territoires. Donc on a effectivement un intérêt majeur à travailler plutôt sur le fait de faire moins de kilomètres entre la maison et le travail, entre la maison et le service. Donc il faut redensifier en fait les services. La réalité du monde rural, c'est que pour travailler sur le transport, il faut aussi travailler sur les services. Et en fait, plutôt que de se dire qu'on va aller loin chercher un service, il faut rapprocher le service de l'habitant. Et ça, c'est une problématique de transport. C'est-à-dire qu'en réalité, en rapprochant à la fois l'emploi et en rapprochant le service, eh bien, on diminue la nécessité d'avoir des transports sur des longues distances. Et ça, c'est à la fois bon, évidemment, pour l'économie des personnes et c'est aussi bon pour l'écologie. Une réaction sur ce sujet spécifiquement? Alors, je crois qu'on vous voyez bouger, c'est pour ça. Je ne pense pas qu'on se soit bien compris, parce que je pense que M. Edouin est contre le maillage du territoire, justement. Il veut vraiment qu'il y ait une densification. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Voilà. Ceci dit, on peut se rejoindre sur ce point. Il faut qu'on ait un juste équilibre du territoire, puisque plus nous aurons un territoire maillé, plus on devra développer le transport, et plus les services auront de moins en moins de possibilités. M. Edouin est pour le rapprochement des services publics, des points d'habitation, pour éviter les transports, pour que les choses soient à peu près claires. Vous savez, il y a Alphonse Allais qui avait trouvé la formule, il disait qu'il fallait construire les villes à la campagne. Bon, c'était évidemment dit avec humour. Mais en son temps, bien sûr. Et en réalité... Et ça va dans le sens du projet de loi que vous avez défendu, mais tout à fait, le développement durable des campagnes, ce que vous disiez parce que la campagne ne doit pas être une réserve d'Indiens. Enfin, nos concitoyens ont besoin d'avoir à portée de main, à portée des médecins, des services, des commerces. Maintenant, il ne faut pas non plus être nostalgique et dans l'illusion. On ne va pas remettre dans chaque commune de France et de la Manche, en particulier, des services. Et contrairement à ce que dit Guillaume Edouin, même si moi je ne cherche pas à assécher les territoires, parce que les autoroutes, etc., ça peut assécher en effet les territoires, il faut aussi que les locaux, qui sont quand même pas dans des réserves d'Indiens, soient des citoyens de seconde zone et des axes routiers qui soient dégueulasses, excusez-moi de l'expression, et soient loin de tout. Donc il faut trouver l'équilibre. De même que moi, j'ai pas de difficulté à ce qu'on densifie éventuellement un peu certaines villes, parce qu'en réalité, en fonction des âges de la vie, on a des choix différents. On peut être très heureux quand on est jeune de vivre à la campagne, et on voit un mouvement dans la Manche, dans nos bourgs ruraux, nos chefs-lieux de canton, de gens qui arrêtent de louer dans la petite commune pour aller au chef-lieu de canton ou vont à Saint-Lô, parce qu'à un certain âge, on veut des services, on veut plus d'entretien. Donc, n'opposons pas artificiellement. Maintenant, c'est quand même Emmanuel Wargon, ministre, il y a quelques mois encore, du gouvernement de Jean Castex, qui affirmait « c'est fini ». Elle l'a dit, ça a été entendu, ça a choqué. Et M. Pien fait partie de cette majorité qui disait arrêtons le rêve français de construire à la campagne, il faut construire la ville sur la ville. À un moment même où on détruit des bars dans certains quartiers, des bars d'immeubles, parce qu'il y a trop de densification. Donc, ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Mais parce que la vérité est toujours entre les deux, il faut, quoi qu'il en soit... C'est ce qu'elle a dit, c'est pas moi qui l'invente. J'entends bien, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut qu'on trouve un équilibre. C'est ce que je viens de dire. Mais je suis complètement d'accord. C'est bien pour ça qu'il y a des positions nationales et il y a des réalités nationales. Et après, la façon dont on va
sur le territoire les inscrire. C'est là où est le travail aussi du député, à mon sens. C'est ce que le député sortant dit déjà. Vous voyez, il le fait bien. Écoutez, ça, on le verra dans quelques jours. Mais si la Manche veut attirer des habitants, et notamment des jeunes couples qui travaillent, etc., et c'est vrai que déjà, il faut arrêter la rupture d'égalité devant les services publics, puisque nous, les territoires sont abandonnés. Je veux dire, je l'ai raconté déjà la dernière fois chez un de vos confrères. J'ai vu une vieille dame qui habitait un village de la Manche, qui n'avait pas d'internet, pas d'ordinateur, qui était en zone blanche, qui n'avait plus aucun service public autour d'elle. Elle se sentait abandonnée de l'État, abandonnée dans la thématique de l'attractivité. Ouais. On va poursuivre sur cette thématique qui est quand même fondamentale de l'aménagement du territoire finalement, et notamment des zones rurales, avec un élément apporté au débat qui concerne les routes, et notamment le contournement de Saint-Lô. Vous connaissez bien Saint-Lô, Monsieur Pien, forcément, vous êtes élu aussi sur cette agglomération-là. En avril dernier, on va voir des images d'une manifestation qui concernait le contournement de Saint-Gilles, en gros un axe routier entre Saint-Lô et Coutances, un aménagement qui est pour le coup qui fait l'objet de contestation. Monsieur Pien, on a évoqué tout à l'heure la loi de 2021-22, de 2021 sur la résilience, sur le climat. Elle est contraignante, climat et résilience, elle est contraignante à l'échelle, à l'horizon 2050, notamment parce qu'elle va obliger les élus à ne plus artificialiser ou moins artificialiser les sols. Comment on fait concrètement? Parce que vous voulez dynamiser un territoire, vous voulez construire des routes, mais en face, vous avez une législation qui évolue, une société aussi qui évolue. Comment vous faites? Alors, concernant ce sujet de cet axe routier entre Saint-Lô et Coutances et le contournement de Saint-Lô, il pose plusieurs questions. D'abord sur le choix qui a été fait par le conseil départemental me laisse un peu dubitatif. Je ne suis pas sûr que nous puissions, en agrandissant cette route, gagner beaucoup de temps, si ce n'est que quelques minutes. Et n'oublions pas non plus que lorsque vous mettez en place des axes beaucoup plus importants, il est facile de venir, mais il est aussi d'autant plus facile de repartir. Donc en tant que législateur, vous déciderez de faciliter la vie des élus départementaux qui veulent bétonner, ou au contraire, vous allez les limiter dans leur... La question qui se pose, parce que c'est une question globale, ce projet, s'il n'est pas pris en considération comme un projet régional ou national dans le cadre justement de la capacité à faire construire sur l'ensemble du Saint-Lois, ce sera autant de possibilités en moins qu'auront les habitants et les élus locaux de pouvoir accueillir des habitants. Donc ça pose une vraie question. Tout ça pour gagner quelques minutes, moi, ça me pose beaucoup de questions. D'autant plus que... Il ne s'agit pas de gagner simplement quelques minutes, c'est pas ça. Et la sécurité aussi, on peut en parler. Non, mais c'est plus complexe que ça. Mais quand on connaît le dossier, on sait qu'il y a d'autres contraintes. C'est pas simplement gagner 1 ou 2 minutes. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en effet, de faire des millions de travaux. Je voudrais y revenir après. Alors, ne rentrons pas dans... Non, mais c'est sécuriser un temps de transport, parce qu'aujourd'hui, on peut mettre de 20 minutes à 3 quarts d'heure. Donc c'est sécuriser un temps de transport, c'est sécuriser tout court. Il faut dire aussi qu'il y a eu des accidents, il y a des morts. Là-dessus, il n'y a pas de contestation, tout le monde le sait. Et il s'agit aussi de désenclaver, en réalité, pas le Saint-Lois. Le Saint-Lois à la 174, la jonction avec la 84 et la N13. Donc c'est de désenclaver non seulement le Coutançais, mais aussi la côte ouest avec des aspects touristiques, économiques. Donc c'est plus complexe. Maintenant, est-ce qu'il faut faire ce projet tel qu'il est envisagé aujourd'hui? Ça, c'est une question. Alors, je voudrais Est-ce qu'il faut aller aussi loin? Est-ce qu'il faut aller aussi loin? Ça, c'est une question. En tout cas, on ne peut pas faire l'économie d'un travail et d'un travail actif sur cet axe-là. Après, il y a le contournement de Saint-Gilles et il y a peut-être d'autres propositions à faire. Monsieur Simon, on ne va pas revenir sur le problème Saint-Gilles spécifiquement, mais sur la question de la construction d'axes routiers supplémentaires et donc cette question de savoir ce que vous ferez en tant que législateur. Quelle est votre réponse? Moi, pour désenclaver la Manche et pour la rendre attractive, je suis plutôt pour le développement des axes de communication, que ce soit routier, ferroviaire ou presque dans tous les domaines. Ça ne va pas contre le sens de l'histoire pour vous? Non, ça ne va pas contre le sens de l'histoire, ça va même dans le sens de l'histoire. On doit aller vers plus de progrès, plus de moyens, on doit et essayer au mieux de préserver l'environnement, évidemment. Parce que les investissements pour vous sont nécessaires pour éviter... Oui. Parce qu'on ne doit pas geler, en gros, les investissements. Quel est votre... On ne doit pas geler les investissements. On doit les favoriser et les encourager. Je trouve que le développement économique, aujourd'hui, la Manche, elle souffre
elle se développe, mais elle se développe quand même moins bien que d'autres départements voisins ou que d'autres régions de France. Et on a besoin aujourd'hui d'un développement économique plus important dans la Manche pour être plus attractif. Monsieur Edouin. Non, aujourd'hui, si on doit développer des infrastructures, c'est plutôt pour relocaliser les activités qui vont se retrouver impactées par le réchauffement climatique. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise que l'avenir, c'est de faire plus de routes. Alors, non, aujourd'hui, l'avenir... aussi, hein. Oui, voilà. L'avenir, déjà, c'est de mettre un maximum de personnes, non pas sur les routes, mais dans des transports en commun, qui peuvent être par ailleurs sur les routes, hein, évidemment, ou partagés. Mais c'est surtout de travailler sur des infrastructures qui vont nous aider demain et dès aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on est dès aujourd'hui contraint par le réchauffement climatique, et on va l'être de plus en plus. Donc c'est ça qu'on doit aujourd'hui avoir comme ligne de mire, et mettre en place des infrastructures qui auront pour effet concret d'augmenter la vitesse et le nombre de véhicules sur les routes. Ça s'oppose aujourd'hui clairement à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est un sujet qui concerne aussi la région de Cherbourg, le Sud-Manche. Donc c'est un vrai sujet, je pense, qui concerne le législateur. Je crois que ce n'est pas nécessairement incompatible. Je crois qu'aujourd'hui, on peut être tous d'accord pour dire qu'on a des besoins d'environnement, de protection, etc. Maintenant, qui sont franchement, je crois, non discutables. Mais là où il y a une vraie divergence, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, nous, sur certains axes, contrairement à d'autres départements, on a parfois un peu de retard. Et en faisant la photographie d'aujourd'hui, qui serait celle identique à demain, on bloque un peu. Donc c'est une forme de rééquilibrage. Je vais aller voir Victor-Jean de la JRD qui a un petit peu de retard et qui est à Cherbourg, au bureau de Cherbourg. Monsieur de la JRD, on aimerait vous entendre sur cette question finalement du développement à la fois des axes routiers et des villes. Est-ce que pour vous, on est déjà allé suffisamment loin? Est-ce qu'il faut geler ces investissements? Quelle est votre position sur ce sujet? Alors, je veux revenir sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure. C'était que 85% des Manchois prennent leur voiture pour aller au travail. Si je me souviens bien, c'était ça. Je pense qu'au-delà de toute idéologie sur les transports en commun, sur la manière dont on va être amené à circuler demain, pour l'heure, on a besoin d'un peu plus de pragmatisme. Je pense qu'il est essentiel de mettre un terme aux raquettes des automobilistes, notamment avec le prix de l'essence, notamment avec le permis à points, l'installation de radars qui sème partout maintenant. Je pense qu'il y en a une nécessité d'un moratoire sur l'installation des radars automatiques. Et enfin, le rétablissement à 90 km/h sur les routes sans séparateur central au lieu de 80. Je pense que pour le moment, avant de débattre du bien fondé ou non de la voiture, attendu qu'elle reste un enjeu crucial pour tous les Français qui travaillent, pour tous les actifs qui vivent dans des zones rurales, elle doit être sanctuarisée et on doit ficher la paix aux automobilistes. Merci Monsieur la JRD. Alors la loi climat et résilience dont on a déjà parlé comprend aussi, sauf erreur de ma part, un volet dédié à l'aménagement du littoral. La première circonscription, elle est concernée par le recul du trait de côte. Je vous propose de découvrir rapidement en images les enjeux autour de cette problématique de l'érosion marine. En Normandie, plus de 120 000 personnes vivent dans des zones où le risque de submersion marine est élevé. Dans la Manche, le littoral de la première circonscription est très exposé, à commencer par la BDV et les marais du Cotentin, situés sous le niveau de la mer. Pierre Aubril est agriculteur et alerte depuis des années sur les conséquences de la montée des eaux et la salinisation des sols qui en découlent. Des changements qu'il aborde avec une certaine philosophie. Que je dis symboliquement, aujourd'hui j'élève des vaches laitières, dans 25 ans mon fils élèvera peut-être du mouton de presse à lait, et dans 100 ans ça sera peut-être recouvert par la mer et on fera des élevages d'huîtres ou de bar. Reculer ou lutter face aux éléments, le sujet divise, surtout lorsqu'il touche les plages du débarquement. Le musée du Tabitch, qui est protégé par un fin cordon dunaire, va-t-il devoir déménager? L'hypothèse est désormais sur la table. Voilà, alors Monsieur Simon, sur cette problématique de la submersion marine, c'est une problématique notamment, on va voir des images des Goujins, qui est une zone aussi qui est sur la première circonscription, qui a, lors de la tempête Xynthia, a beaucoup souffert, mais pas seulement. On va évoquer cette question-là. Est-ce que vous êtes fondamentalement pour le développement, pour dire les choses clairement, des zones littorales, les dents creuses, mettre un terme quelque part aux réglementations trop restrictives? Est-ce qu'il faut construire davantage sur le littoral ou au contraire, est-ce qu'il faut accepter de reculer? Non, construire davantage sur le littoral, non. C'est ce qui fait tout le charme de la Manche et ce qui fait tout le charme des côtes françaises en général par rapport à des pays voisins. C'est que moi, je suis contre la bétonisation On a tous le des plages et
voilà, non, je suis pour il faut laisser le maître d'œuvre au Conservatoire du littoral sur ce sujet-là, je pense. Après, lutter contre la montée des eaux, nous, la Manche toute seule, je veux dire, même au niveau national, la montée des eaux, elle est là, elle est présente. Il faut essayer peut-être de s'inspirer des Hollandais avec les polders pour essayer de mieux gérer cet effet-là. Mais voilà, non, mais en tout cas, je suis contre la bétonisation. Les Hollandais qui, en ce moment, sont en train de remettre des terres à la mer. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une phase dans laquelle on se pose réellement les questions du coup de maintenir ces terres hors d'eau ou à un moment donné de faire le choix de devoir accompagner tout simplement nos concitoyens et de devoir créer des fonds. On a besoin de fonds aujourd'hui. On a besoin d'argent et d'argent qu'on met dans des aménagements routiers, par exemple. Donc moi, clairement, s'il y a des choix qui sont à faire, et le législateur, il est là pour aussi orienter ses choix, il doit dire que les priorités, ce sont effectivement de protéger nos côtes par le recul. C'est-à-dire qu'en fait, on ne protège pas en élevant des murs. Parce que j'entends souvent, il faut rajouter des cailloux. Mais plus on élève des murs, plus on crée du risque en réalité. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est dès aujourd'hui avoir des inventaires, des concertations. C'est ce qui d'ailleurs, c'est en train de se passer. Mais au-delà des concertations et des inventaires, maintenant, il va falloir agir réellement parce qu'on a du risque. Et quand on a du risque, il faut agir assez vite et mettre en place ces fonds qui permettront de déplacer les activités économiques, de déplacer aussi les populations. Ça se fait, ça coûte effectivement cher. Et pour ça, il faut que l'État aide les collectivités, ne pas laisser les collectivités seules face à la mer. Je rejoins mes collègues sur ce sujet. C'est évident qu'on se serait à fond perdu d'essayer de lutter contre la mer. Nous avons on a quand même beaucoup d'élus qui, globalement, demandent l'enrochement et qui demandent qu'on maintienne... Sauf que le problème de l'enrochement est un problème très compliqué, puisqu'il faudra y revenir régulièrement, et on ne peut pas laisser, aux communes seules... Si vous êtes à l'Assemblée, vous direz aux élus locaux dans la Manche, c'est fini, on protège par exemple Saint-Va, Barneville, des zones qui sont urbanisées et qui sont en danger, mais par contre, les zones cordon dunaire avec peu de population, non. Bien sûr, c'est ça. On est complètement d'accord. D'autant qu'il faut préparer, donc les populations à pouvoir revenir un peu plus dans les terres. Et je reviens encore à la loi climat et résilience. Il faut donner aussi la possibilité à ces personnes de se réinstaller à l'intérieur des terres, sans pour autant que ces surfaces soient prises sur le potentiel de construction. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est très important. Les lois littorales, bien sûr. Rapidement, mais déjà aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir protéger l'existant, mais évidemment qu'il n'y a pas de protection du cordon dunaire par de l'enrochement, etc. Et fort logiquement. En revanche, je crois qu'on peut faire aussi le distinguo entre l'existant et la nouveauté. Je crois qu'il faut aider à maintenir l'existant, y compris sur les zones économiques. Je rappelle que la conchiliculture, c'est aussi, et la mytiliculture, moules, huîtres, etc., pêche, c'est quand même une activité très importante dans la Manche, et y compris dans la première circonscription avec la BDV, et qu'on peut parler de déplacement d'activité, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne veux pas faire un peu facile et sourire, mais l'huître, elle est plutôt dans la mer qu'en pleine terre, si vous voulez. Donc il y a un moment, il faut aussi accompagner les activités économiques qui sont liées au territoire. En revanche, qu'on ne construise plus, c'est une chose, mais qu'on n'empêche pas de maintenir les existants. Sinon, on va au-devant de grandes catastrophes. Et juste pour terminer, tout ce qui est déplacé de la côte vers l'intérieur des terres rentre en conflit d'usage éventuellement et d'utilisation des sols. Les maraîchers, ils ne sont pas nécessairement prêts, je les comprends, à laisser des hectares de terre pour d'autres activités. Alors, les marais du Cotentin sont un bon exemple. C'est un équilibre savant pour les usages. Très rapidement. Des outils existent déjà, sans rentrer dans la technique, mais la taxe GEMAPI, par exemple, permet de faire jouer la solidarité et ne pas laisser au trait de côte seul la capacité à pouvoir prévoir l'avenir. J'ai une question à vous poser, mais rapidement. On a quelques minutes pour aborder une thématique centrale dans tout débat concernant les législatives, c'est l'énergie. On a peu de temps parce qu'on parle d'attractivité. On est un petit peu en dehors des clous, mais l'énergie, quelque part, s'invitera dans le débat d'une manière ou d'une autre pour plusieurs raisons. D'abord, on a du nucléaire, même si c'est en dehors de la circonscription, et puis on a de l'éolien. Un peu sur terre, très peu peut-être sur la première, et beaucoup en mer. Donc la question, elle est simple, je vais faire un petit tour de table. Votre positionnement, rapidement, sur cette problématique-là, Monsieur Pien. Alors, nous sommes pour la continuation du nucléaire, puisque un des gros problèmes de nos sociétés, c'est bien le carbone et la pollution de carbone. Et donc, le nucléaire est une énergie décarbonée. Donc, je pense qu'on doit continuer à développer le nucléaire. Et parallèlement à ça, il faut que nous puissions développer d'autres types d'énergie, comme les énergies marines, puisqu'on en parle. On sait qu'on a 2 gros projets sur la mer de la Manche, et notamment
le vrai sujet, parce que c'est un sujet qui oppose, qui n'est pas simple. Il faut vraiment, et c'est vrai un peu d'ailleurs comme le contournement de Saint-Gilles, j'y reviens, un des gros problèmes, c'est la concertation. Il faut qu'on donne le temps à chacune et à chacun de réfléchir sur un sujet. Et plus de concertation. Monsieur Simon, on fait quoi des éoliennes qui existent déjà? On les enlève. On les enlève. Moi, je suis pour le nucléaire, la continuation et le développement du nucléaire. J'ai été contre la fermeture de Fessenheim, évidemment. Et on le voit dans la guerre en Ukraine, évidemment. C'est heureusement que la France a le nucléaire. Hein. On n'est pas comme l'Allemagne, on n'est pas comme d'autres pays qui nous entourent. Heureusement que la France a son nucléaire. Et je suis pour le développement du nucléaire. Je suis contre l'hydrolien offshore aussi, parce que je trouve que... Envisagé au large de Rat-Blanchard. Non. Je suis sûr que même écologiquement, c'est pas... Enfin, je dirais peut-être le contraire, mais écologiquement, c'est pas pour moi, c'est pas sain. Et peut-être des filières qu'on pourrait développer demain. Je crois l'hydrogène, je pense que la France pourrait développer l'hydrogène. C'est un vecteur plus qu'une source d'énergie, voilà. en particulier. Monsieur Hédouin, vous êtes Europe Écologie Les Verts, donc le nucléaire, c'est pas trop votre tasse de thé, mais vous faites partie d'une union. Par exemple, il y a un candidat PC qui est sur la circonscription concernée par Flamanville. Comment vous allez faire? En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on a fait... Non, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on a abordé le sujet. La très grande majorité de cette union est effectivement pour la sortie du nucléaire. Et les candidats du Parti communiste auront leur liberté, tout simplement, sur ce vote. Donc, moi, ma position, elle est extrêmement claire là-dessus. Après, quand on parle d'énergie et quand on ne parle pas d'économie d'énergie, on est hors du sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, la majorité de l'énergie, c'est de l'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut évidemment isoler nos bâtiments. Et quand on est dans le département de la Manche, on est dans un département sur lequel il y a des énergies renouvelables partout. On a de la biomasse, on a des haies, on a évidemment de l'élevage qui peuvent nous apporter du biogaz. Alors avec tout ce que ça peut entraîner sur le contrôle des méthaniseurs et de la méthanisation. Et là, on a besoin d'être extrêmement précis sur ce qu'on va faire avec ces biogaz. On a aussi évidemment les énergies marines, on a du vent, parce que le Cotentin est quand même un secteur vanté. Donc je ne vois pas à quel moment, en fait, on préfère avoir une facture de 20 milliards, et c'est en cours, hein, c'est-à-dire que à la fin, la facture sera à 30 milliards. Pas de nucléaire. Et pas de nucléaire. Passer tous les œufs dans le même panier. Monsieur Gosselin, vous avez Monsieur Pien qui défend le nucléaire, Monsieur Macron aussi, vous devez être content. Écoutez, moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on fasse des énergies renouvelables, diversifiées, etc. Sauf que beaucoup sont par intermittence. Hein. Le photovoltaïque, c'est par intermittence. L'éolien, c'est par intermittence. La vraie et seule source, effectivement, même si elle n'est pas sans danger, c'est bien le nucléaire. Et moi, j'appartiens à un parti politique, et je le dis personnellement depuis des années, qui défend le nucléaire. Et M. Macron, effectivement, s'est rallié au nucléaire ces derniers mois, mais c'est lui qui a fait fermer Fessenheim. Donc le nucléaire, pour des raisons de sécurité. Non. Pour des raisons de sécurité. Non. Et le président de la République a été très ambigu sur le programme nucléaire. On a pris du retard. On a pris beaucoup de retard. Et ce qui est assez ennuyeux, c'est qu'on a même perdu des compétences. On est en train de rattraper le retard. Oui, bien avant. Oui, depuis 10 ans, effectivement. Ça date de 95, la dernière centrale, le rachat de Oui, mais on a arrêté d'entretenir comme il le fallait depuis 2012. Et je suis désolé, on n'est plus aux affaires depuis suffisamment longtemps pour pouvoir le dire et s'en dégager. Je vais aller à Cherbourg rapidement et je reviendrai vers vous. Monsieur de la JRD, sur la question de l'énergie, quel est votre positionnement? Je vais abonder dans le sens de M. Gosselin. Je pense qu'effectivement... de M. Simon. Je pense qu'effectivement, il est illusoire de chercher d'autres solutions que le nucléaire pour produire en large quantité et de façon efficace de l'électricité décarbonée. J'ajouterais qu'il est nécessaire d'investir massivement dans la recherche fondamentale. J'ai des amis qui ont eu l'occasion notamment de travailler sur ITER, notamment avec les projets autour de la fusion nucléaire. On en est encore loin d'ITER. Qui a été abandonné pour faire un cadeau 2100. Qui était Astrid, qui était le projet de réacteur au thorium. Qui n'existe pas. Je pense que le nucléaire va dans le sens de l'histoire, que c'est quelque chose, c'est un mouvement général qui tend à ce que nous consommions davantage d'énergie, dont on ait davantage besoin d'énergie. On a notamment les écologistes qui d'un côté nous disent qu'on va avoir besoin d'électrifier le parc automobile pour que ça pollue moins, et qui de l'autre appellent à fermer des centrales nucléaires. Donc, je pense que c'est contre-productif de chercher à interrompre le nucléaire ou à le supplanter avec des énergies renouvelables qui, jusqu'à preuve du contraire, ne produisent pratiquement rien. Et concernant l'hydrolien, M. Simon en a mentionné, j'ai des informations à ce sujet-là. Je sais de sources sûres que ça a eu une incidence sur les courants marins et que c'est tout sauf écologique dans les faits. Merci beaucoup, monsieur de la JRD. On va évoquer le dernier thème
de cette soirée, de ce débat qui concerne cette fois, et c'est toujours de l'attractivité dont on parle, qui concerne cette fois l'accès aux soins, à la santé, un thème majeur, peut-être le plus important avec le pouvoir d'achat, un problème qui concerne l'ensemble du territoire, mais aussi bien sûr la première circonscription. On regarde tout ça en images. Avec 139 généralistes pour 100 000 habitants, la Manche se situe dans la moyenne nationale. Mais ce chiffre masque une répartition inégale des praticiens. Dans la première circonscription, seuls 65% de la population a accès à un médecin dans sa commune de résidence, contre 80% au niveau national. À 40 ans et ses alentours, on ne compte ainsi que 100 médecins pour 100 000 habitants. 3 000 personnes n'ont pas de médecin référent. Une situation dénoncée depuis 2017 par le maire Jean-Pierre Lonneur, qui milite pour contraindre les jeunes médecins à s'installer en zone rurale. Voilà, on a pris l'exemple de 40 ans de M. Lonneur qui nous a confirmé la difficulté encore aujourd'hui dans laquelle il se trouvait. Monsieur Pien, est-ce que, comme M. Lonneur, vous êtes favorable à la remise en cause de la liberté d'installation de la médecine libérale? Oui, tout à fait. J'estime que lorsque vous avez eu la chance de vous voir offrir par l'État des formations durant 8 ans pour être généraliste ou 11 ans pour être spécialiste, eh bien, il est bien normal que nous puissions redonner à la société quelques années qui restent à déterminer sur les territoires où il y en a besoin. Je prends toujours cet exemple, tout le monde ne peut pas s'installer à La Rochelle, tout le monde ne peut pas s'installer dans le sud de la France. Nous avons besoin de médecins ici et il est normal que nous puissions faire du zonage. D'après l'Agence régionale de santé, M. Simon, la Manche a perdu 100 médecins en 2 ans et la moitié des praticiens a plus de 55 ans. C'est vraiment un problème majeur pour la population. Donc l'avenir s'annonce pas rose. Voilà, tout à fait. Donc nous, par exemple, on a quelques mesures sur lesquelles on a réfléchi. C'était par exemple instaurer un stage d'internat dans les zones de déserts médicaux et les obliger à effectuer leur internat dans ces zones de déserts médicaux. De manière à ce qu'ils découvrent et qu'ils grandissent. Tout à fait. Ils rencontrent éventuellement un conjoint, une conjointe. Pourquoi pas les inciter à... Bon, c'est l'idée. Voilà, tout à fait. Permettre aux médecins retraités d'exercer aussi dans des pôles de santé, leur permettre de pouvoir continuer leur office. Recruter des personnels soignants, évidemment, et pourquoi pas développer la télémédecine. Alors la télémédecine, c'est pour le moment, dans la Manche, sauf erreur de ma part, 2 sites de télémédecine, un dans le Sud-Manche, et Philippe Gosselin, un qui se trouve maintenant chez vous. Oui, parce qu'on n'a pas attendu que ça tombe tout seul, tout cru, pour essayer de trouver des solutions. Et avec la municipalité, on a retroussé nos manches et on a créé un centre de télémédecine. Alors clairement, ce n'est pas la réponse à tout, c'est un début de solution. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait une solution unique. S'il y avait quelque chose de simple, on l'aurait trouvé, il faut être honnête. Non, je pense que c'est davantage des solutions comme celle-ci, mais aussi pour les infirmiers des pratiques avancées, c'est-à-dire solliciter davantage certains infirmiers sur des actes médicaux. Je pense aussi qu'on peut conforter les pharmaciens dans leur rôle de pôle de santé. C'est aussi peut-être parfois salarier un certain nombre de médecins, mais sur l'installation obligatoire des jeunes médecins, en réalité, même si on le faisait, on serait très déçu parce que sur 100 médecins formés aujourd'hui, seulement 8, je dis bien 8, donc c'est 8% simplement des médecins qui s'installent en libéral. Donc même si on fait une obligation d'installation, en réalité, on résout quasiment rien. Donc il faut aller bien au-delà de ça. Est-ce que, M. Simon, le salariat, ça peut être une solution pour vous? Le salariat. Cherbourg, par exemple, a ouvert un centre de soins avec des salariés, des médecins salariés notamment. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution? Dans des pôles de santé, par exemple. Ça peut être des pôles de santé. Oui, moi je suis pour le développement dans les pôles de santé et pourquoi pas le salariat des médecins. Ouais. Je suis plutôt pas contre. À ce moment-là, il faudra que l'État aide nos collectivités. Oui, bien sûr. Et puis je voudrais revenir aussi sur un élément dont on n'a pas encore parlé, qui est le numerus clausus. C'est en 2018, donc c'est bien Macron qui l'a à un moment donné levé. Et par contre, ça ne résout pas tous les problèmes. Il faut en être conscient. Pourquoi? Puisque derrière ce choix qui a été fait, il faut qu'on donne les moyens aussi aux universités de prendre plus d'étudiants de façon à avoir la certitude d'avoir plus de médecins. Autre élément, je comprends en fait, pour le moment, c'est qu'il faut faire le dos rond. En gros. Alors, pour le moment, pendant quelques années, on n'a pas le choix. On a des propositions, moi j'ai des propositions. Bien évidemment, on parlait de... Oui, on parlait d'infirmiers en pratique avancée, il y en a déjà. Et puis il faut aussi que, et là je suis d'accord avec Philippe Gosselin, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses multiples selon le territoire. Et parmi les éléments, lorsqu'on rencontre les médecins, on oublie des fois de dire que 25 à 30% du temps
de travail qu'ils ont dans la journée est due aux problèmes administratifs et de papier. Il faut qu'on forme très rapidement des secrétaires médicales qui puissent donner la possibilité aux médecins de se retrouver face aux patients. Il faut surtout simplifier, faire moins de paperasse tout court. On est bien d'accord. Et jusqu'à les médecins disent qu'ils peuvent gagner jusqu'à 2 à 3 patients par jour. Simon, ça, c'est une mesure concrète. Ouais, moi, je voulais parler surtout au niveau national. Au niveau national, puisqu'un député, après tout, représente l'ensemble des citoyens de France. Bien sûr. Hein, et la crise du Covid nous a montré l'incapacité du système de santé français aujourd'hui, dont on nous disait qu'il était le meilleur du monde. On s'est aperçu qu'avec la crise du Covid, c'était quasi une catastrophe. On n'avait rien. Pas de masque, pas de test. On n'a même pas fabriqué un vaccin. On était obligé de se battre avec des Américains sur les tarmacs en Chine pour pouvoir acheter des masques. Quand on sait que les Français sont ceux qui payent le plus d'impôts au monde, comment est-ce que cette bureaucratie française a pu en arriver à un tel degré d'inefficacité? Ceci dit, ça, c'est impensable. Monsieur Simon, je vous rappelle quand même qu'il faut mieux être malade ou en mauvaise santé en France que dans certains pays. On a quand même cette capacité de redistribution. Si vous comparez à un pays en voie de développement, je suis d'accord avec vous. Non. Par contre, si vous comparez par rapport à l'Allemagne ou au Danemark, je peux vous dire qu'on n'est pas des bons élèves. Regardez aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on voit le système, on a quand même un système de solidarité qui fonctionne relativement bien. Monsieur Edouard, on vous a pas entendu sur cette question-là. Monsieur Macron est venu à Cherbourg. Oui, non, mais moi je suis hier pour parler santé, hôpital, urgence, mais santé en général. On sent que c'est un sujet majeur, l'un des sujets principaux de cette élection. Par quel biais est-ce que vous l'abordez, vous, ce sujet-là? Mais clairement, je suis très surpris déjà qu'on s'inquiète de l'état de la santé en France, alors que finalement, la dégradation des hôpitaux, la dégradation du système de santé, on l'hérite quand même de cette libéralisation à tout crin. Et on voit qu'effectivement, 8% des médecins qui s'installent seulement en médecin libéral aujourd'hui, c'est pas la solution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remette en place un grand système de santé publique, le plan Ségur, par exemple. Alors, c'est un début. C'est une revalorisation, c'est pas la même chose. Exactement. Et aujourd'hui, les soignants ne demandent pas d'argent, les soignants demandent des bonnes conditions de travail. Évidemment, il leur faut aussi de l'argent, mais il faut surtout des bonnes conditions de travail. Et aujourd'hui, il faut des hôpitaux, il faut réouvrir des maternités, il faut rapprocher, j'en reparle, mais il faut rapprocher les services à nouveau des habitants et non pas distancier les services et les concentrer dans les métropoles. C'est-à-dire qu'on doit clairement passer dans un système de métropolisation à un système tout concentré dans les grandes villes, à un système dans lequel on réirrigue nos territoires ruraux avec de la médecine, y compris de la médecine salariée. Oui, le mot de la fin pour vous, monsieur. Il y a une rupture d'égalité devant le service public quand une femme enceinte est obligée de faire 80 km pour trouver une maternité. Impensable. On n'a pas parlé de la santé mentale. Aujourd'hui, on est un pays qui est en très mauvaise santé mentale et c'est un absent aujourd'hui. C'est vrai, mais à coup pas d'ailleurs parce qu'on ne l'a pas mis au programme de cette émission. Emmanuel Macron en parle dans son programme de la santé mentale. Totalement, mais vous voyez, on a eu la visite du président de la République très rapidement. On a eu la visite du président de la République hier à Cherbourg pour parler santé. C'est très bien, il est président depuis 5 ans. Que fait-il? Il annonce la création d'une commission pour travailler. Eh bien, quand on est dans des enjeux aussi importants et qu'on vient d'être élu président, on ne crée pas une commission pour connaître les choses. On devrait déjà les connaître. Et c'est ça qui est quand même un peu inquiétant. On parle de concertation surtout. On parle de poudre de Je vais être obligé de mettre un terme à ce débat très intéressant pour maintenant vous donner à chacun la parole pour clore cette émission. Laurent Pien, carte blanche, quel député serez-vous? Alors d'abord, je voudrais dire que je m'adresse à toutes et à tous, à tous les électeurs, en leur disant que je suis un enfant du pays. J'ai grandi dans le centre-Manche. J'y vis avec ma famille et j'y ai multiplié les expériences, aussi bien en entreprise privée que dans les collectivités, mais en tant qu'élu local. Et toutes ces expertises assurent les habitants que je connais ce territoire et je veux maintenant m'y investir autrement en étant un député qui a les pieds sur terre. Je le dis régulièrement, si les lois sont votées à Paris, elles doivent être construites sur le territoire et nous voulons mettre en place ce que l'on appelle, nous, la fabrique des lois, de façon à ce que la navette ne se fasse plus forcément, même si elle est obligatoire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais entre l'Assemblée nationale et le terrain. Et on a besoin de construire avec toutes et tous, au profit de toutes et tous. J'appelle dans les jours qui viennent à donner à Emmanuel Macron une majorité qui va permettre d'aller au bout des réformes dont nous avons besoin pour toutes et tous.
Philippe Gosselin, même question. Écoutez, l'ancrage territorial, il est connu en ce qui me concerne. Je ne vais pas revenir dessus. On est tous des locaux attachés comme la patène au rocher à ce territoire. Moi, je continue à défendre avec passion, des convictions, une vraiment forte envie de me bagarrer pour ce territoire, de peser au niveau national. Je l'ai fait pendant ce dernier mandat dans des conditions totalement singulières. Oui, j'en suis au 3e mandat. Et alors, le renouveau, ce n'est pas nécessairement changer pour avoir des députés qui finalement seront à l'identique. Moi, je crois qu'on a besoin aussi d'une Assemblée nationale qui exprime la diversité des territoires. On n'a pas besoin d'être 577 identiques, à plus forte raison quand le député sortant que je suis a porté cette voix de la population, du territoire, en étant aussi bien sur son territoire qu'un député reconnu à Paris. C'est ça que je propose demain encore. Monsieur Simon. Mais moi, je me présente parce que je suis un enfant de France et ma grande préoccupation, c'est de défendre les intérêts des Français dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De l'éducation d'abord à l'école, dont on s'aperçoit que son niveau est en train de s'écrouler partout. C'est de le défendre au niveau social. C'est lui accorder la priorité dans tous les domaines, et avant même de l'accorder à d'autres venus d'ailleurs, qui parfois se comportent mal chez nous. On l'a vu encore au Stade de France il y a peu de temps. Je voulais aussi ajouter que mon camarade de Reconquête qui est à Cherbourg là et moi-même, nous sommes aujourd'hui les 2 seuls représentants sur la circonscription d'une vraie opposition à Emmanuel Macron, puisque nous seuls n'avons pas voté pour Emmanuel Macron. Et donc, j'accuse les autres d'être des demi-partenaires ou des demi-opposants, puisqu'ils ont voté pour Macron il y a 5 ans et ils ont refait la même chose là. Donc, si vous voulez avoir un député qui défende vos intérêts, celui de vos enfants, de votre territoire et la France, votez le Rassemblement national. Monsieur Edouin. Tout simplement, on voit qu'on a aujourd'hui dans cette circonscription 2 candidatures à droite, la droite républicaine, la droite libérale, 3 candidatures d'extrême droite et une candidature à gauche, Lutte ouvrière étant plutôt là pour faire un témoignage. Donc très clairement, moi je serai un député qui sera dans un groupe qui est là pour mettre en place une cohabitation. C'est-à-dire que c'est réclamé par les Français. 2 tiers des Français nous disent aujourd'hui on ne souhaite pas avoir un gouvernement Macron après avoir une présidence Macron. Moi je suis là très clairement pour soutenir cette idée de gouvernement de cohabitation, tout comme on l'a eu en 97 avec la gauche et les écologistes au pouvoir pour mettre en place très clairement des politiques sociales et des politiques écologiques qui vont nous permettre de répondre aux impératifs de notre temps. Donc c'est ça aujourd'hui mon mandat, et ça sera un mandat qui sera aussi au service d'un groupe. C'est vrai que c'est bien, tout le monde discute et parle de son expérience individuelle, mais en fait la politique elle se fait aussi en groupe, en collectif, et nous, en tout cas notre idée, ce qu'on porte, c'est d'être effectivement dans un groupe, même dans un intergroupe, parce qu'on s'est réunis. Il n'y aura pas un groupe nul. Et il y aura un intergroupe, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'union, mais dans le respect des tendances et des nuances de chacun. Et je vais me tourner maintenant vers Victor, Jean de la JRD, qui est avec nous en duplex depuis Cherbourg. Même question, monsieur, quel député serez-vous? Comme le mentionnait notre ami à l'instant, la politique se fait en groupe. Et je trouve dommage que la droite n'ait pas été capable d'en constituer un groupe pour ces élections. Si je suis député, je serai le député du dialogue entre les habitants de la circonscription et Paris, qui est souvent beaucoup trop targué de centralisme. Je soumettrai tous les mois des questions au gouvernement en écoutant les doléances et les préoccupations des citoyens. Je serai le député qui défendra la ruralité et les traditions de la ruralité face à des idéologies venues de Paris. Je serai le député qui défendra les travailleurs et les actifs face aux raquettes fiscales. Je serai le député qui défendra les honnêtes citoyens face aux criminels et face à une immigration massive qui acte notre grand remplacement. Je le crains dans les années à venir. Merci monsieur de la JRD, merci d'avoir été présent en duplex, en direct depuis nos locaux à Cherbourg. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous à tous le 12 juin prochain, donc pour le premier tour des élections législatives. France 3 Normandie se mobilisera spécialement pour cette soirée. Avant de nous quitter, on va refaire un point sur les 9 candidats de la circonscription de la Manche. C'est le principe d'équité. Voyez tout de suite la liste des candidats sur la première circonscription.
Son candidat dans la première circonscription de la Manche, Philippe Gosselin pour les Républicains, l'écologiste Guillaume Hédouin pour la NUPES, Victor Jean de la JRD pour Reconquête, Lutte ouvrière est représenté par Olivia Lévy, Jérôme Louiche milite pour le Parti animaliste, François Pasquier représente la droite souverainiste Debout la France et les Patriotes, Laurent Pien du Modem concourt pour la République en marche Renaissance, Jacques Poisson est candidat pour le mouvement de la ruralité, enfin Franck Simon défend les couleurs du Rassemblement national. Voilà pour les candidats de cette première circonscription de la Manche. Merci à tous les quatre, à tous les cinq, puisque monsieur de la JRD était à Cherbourg pour ce débat, ce troisième débat après le Calvados et l'Orne. Merci d'avoir participé à cette émission, une émission que vous allez pouvoir revoir en replay en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouverez Guénaël Louis pour vos informations régionales. Excellente soirée à toutes et à tous.